Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il fut un temps où un professeur d'histoire, Francis Fukuyama, disait c'est la fin de l'histoire, c'est terminé, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis c'était il y a 20 ans. Et puis on a eu ce qu'on a eu. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le Covid, on a le réchauffement climatique et on a les guerres. Et les guerres, les morts, etc. Ça n'a jamais, en fait, cessé. Mais ce qui est étonnant, ce que je disais, c'est que, et c'est tout à fait normal et légitime qu'on parle de ce qui se passe à Gaza, en Israël, les massacres et tout ce ignoble cortège, qu'on parle aussi beaucoup moins de la guerre Russie-Ukraine, et puis on parle pratiquement plus d'un drame qui est toujours là, avec 120 000 personnes qui ont été déplacées en 48 heures, qui ont quitté l'endroit où ils vivaient, eux, leurs parents, leurs grands-parents, depuis, plus de 1000 ans, 2000 ans. Je parle de l'Arménie, bien sûr, et on en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. L'Arménie qui pose, d'ailleurs, le problème de tellement de peuples. Est-ce qu'on a le droit d'exister sur une terre quand autour de nous les gens ne sont pas d'accord, même si on a été là depuis 2500 ans, etc. C'est pas le droit à la différence. C'est de savoir quand un territoire est majoritairement occupé, un territoire, une terre, une région, est-ce qu'ils ont le droit d'exister? Est-ce que les Kurdes ont le droit d'exister? Etc., etc. Mais alors l'Arménie, voilà, 100 000 personnes, plus de 100 000 personnes ont fui leur terre, là, en septembre. Le Haut-Karabakh est passé sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, donc la population a retrouvé refuge en Arménie. Voilà. Alors hier, effectivement, le ministère des Armées, Sébastien Lecornu, le ministère français des Armées, a rencontré hier son homologue arménien Soren Papikian en disant voilà, on va vous vendre des événements pour protéger vos frontières. Donc la France vend des équipements de défense solaire à l'Arménie. Après l'exercice militaire de l'Azerbaïdjan, effectivement avec la Turquie, on sait que c'est les Azéris. Voilà, ils se sont emparés effectivement du Haut-Karabakh, ils disaient mais ça c'est à nous, etc. Donc Aram Mardi-Rossian, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire du droit à l'université Panthéon-Sorbonne. Ce qu'on a envie de vous demander d'abord, c'est vos réactions justement au fait que la France, quand même, là, a pris parti, en tout cas, apparemment de façon assez concrète, puisque c'est le ministre de la Défense qui est allé voir son homologue arménien, et a dit, on va vous aider. Bien. Alors, ici, je vais être comme Thomas, je ne crois que ce que je vois. Si réellement, dans un avenir proche, des armes vont être livrées à l'Arménie par la France, c'est effectivement une bonne chose. Mais ici, le regard d'historien peut être intéressant. Ça fait presque 1000 ans que des rapports existent, même plus en réalité, entre les chrétiens d'Orient et ceux d'Occident. Et globalement, l'Occident et la France en tête ont toujours donné de beaux mots, de belles paroles ont été évoquées, mais dans les actes, ça a toujours été beaucoup plus compliqué. Et les choses même sont aggravées, pour faire un petit point d'histoire à partir de 1536, lorsque François Ier, moi, vous savez, André Berkov, j'ai plutôt de la sympathie pour la monarchie, mais là, en l'espèce, c'est probablement l'un des rois qui a commis le plus d'erreurs politiques. Bref, il a conclu un traité avec le sultan ottoman, et depuis, en dépit évidemment d'affrontements, peut-être pendant la Première Guerre mondiale ou à d'autres moments, s'il y a en parole un soutien toujours affirmé aux chrétiens d'Orient et aux Arméniens, dans les faits, et aujourd'hui le Quai d'Orsay est un beau représentant, il y a une politique très pro-turque pour différentes raisons qui sont d'ailleurs perdantes. Que ce soit au cours de la Première Guerre mondiale, et lors du génocide des Arméniens, que ce soit plus tard lors de la Première Guerre du Rarapar entre 91 et 94, et surtout que ce soit entre 2020 et 2023, la France, là encore, des belles paroles, mais aucun acte. Donc si aujourd'hui les choses changent, je veux bien, mais j'en suis vraiment pas forcément convaincu, et j'ai bien peur que ce soit éventuellement une espèce de lot de consolation. Et juste une question aussi, alors, on y apportera peut-être une réponse. 4 pays entourent l'Arménie: Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan, Iran. Est-ce que au moins l'un de ces pays ouvrira son espace aérien pour que les armes passent?
C'est possible, hein, je n'ai pas d'informations particulières. Je pose la question, et c'est l'une des questions, parce que je veux rebondir et aller un peu plus loin. Je ne doute pas que le peuple français et beaucoup même de politiques français individuellement aient de la sympathie pour l'Arménie, il n'y a aucun doute. Mais lorsqu'on arrive au niveau de l'État français, le vrai problème, c'est un problème, je pense, d'abord de souveraineté. C'est-à-dire que malheureusement, notre pays aujourd'hui n'est plus globalement sur les choses qui comptent vraiment. Je parle pas dans les nuances, je parle sur les points fondamentaux. Une réelle souveraineté par rapport à sa politique étrangère. Nous sommes des affidés, pour ne pas dire parfois des caniches, de l'OTAN et des États-Unis. Or, les États-Unis, jusqu'à maintenant, n'ont jamais voulu se mettre sérieusement à dos la Turquie et donc l'Azerbaïdjan qui est son petit frère, parce que en réalité, c'est vu, à tort ou à raison, selon moi, à tort, comme une espèce de bélier contre notamment les Russes. Donc ce que vous dites, par exemple, quand vous entendez Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui dit mais les Azéris, voilà, le régime azéri, le président azéri est un très fiable et digne de confiance. Donc vous entendez quoi? Les gouttes de pétrole et de gaz qui coulent ou quoi? Alors c'est de mon point de vue, c'est l'une des erreurs. Il y a la dimension économique, il y a la dimension de pétrole, mais le pétrole et le gaz azéri ne représentent même pas 10%, voire 5% des c'est du pétrole russe. Ouais, c'est du pétrole, plus de la moitié, voire les 2 tiers sont du pétrole russe. Donc, c'est une double supercherie. Vous savez, il y a un député allemand, Martin Sonneborn, qui a bien décrit cette dame, Ursula von der Leyen, en disant qu'elle était, je le cite, un peu criminelle, un peu corrompue et largement incompétente. Cette femme, du point de vue vraiment par rapport à son comportement vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, qui est un État criminel, et plus généralement ce qui se passe en Arménie, a une position, je le pense, objectivement tout à fait abjecte. Maintenant, il n'y a pas que la dimension économique. Je pense que cela va plus loin. C'est ce que je disais il y a un instant. Il y a une réelle volonté des États-Unis qui mènent le bal, côté occidentaux. Là aussi, j'aimerais tellement me tromper, j'aimerais tellement que, à nouveau, notre pays ait une politique réellement indépendante, mais ce n'est pas le cas depuis quasiment un demi-siècle. Et là, donc, les États-Unis, au-delà du pétrole, eux, ont des intérêts géostratégiques, diplomatiques, prégnants par rapport à la Turquie. Non, mais ce qui est étonnant dans ce que vous dites, les États-Unis ont le droit d'avoir des intérêts géostratégiques. Pourquoi l'Europe suit aveuglément? Vous savez, c'est la servitude volontaire. À un moment, il y a une question. C'est très important. Bien sûr qu'il y a des impératifs d'ordre économique. On va nous dire oui. Mais encore une fois, c'est aussi une question de volonté profonde. Et nos hommes politiques, c'est mon point de vue, depuis des décennies, se comportent comme, par rapport aux États-Unis, des suiveurs. C'est-à-dire que pour eux, la France ne peut plus, selon eux, de mon point de vue, c'est une erreur, avoir une politique indépendante. Et ici, le carcan de l'Union européenne, qui pour moi est un véritable poison, vraiment un poison qui est destiné. Pour moi, l'Union européenne est un poison dès le départ, dont l'un des buts est de crever les États-nations européens, et à commencer le nôtre, qui est probablement l'État-nation le plus structuré. Alors, donc tout ceci se tient. Oui, alors justement, je vais vous demander, alors actuellement, après donc le transfert de population qui s'est passé, les 120 000, quid de l'Arménie aujourd'hui? Est-ce que vous croyez vraiment, parce que les gens disent oui, mais ça c'est les anti, voilà, les gens qui n'aiment ni la Turquie ni l'Azerbaïdjan, tout ça disent. Est-ce que vous pensez vraiment, sincèrement, que les Azéris convoitent l'Arménie? Évidemment. Là aussi, il faut aller peut-être, aux racines du problème. L'Artsakh, le Haut-Karabakh, Artsakh en arménien, était une terre, effectivement, comme je disais, arménienne. D'un point de vue vraiment historique, sérieux, scientifique, je parle pas des clowns d'historiens stipendiés par l'Azerbaïdjan. Entre 2500 et 3000 ans, il y a une inscription de Behistun de moins 518 de l'empereur Achéménide où l'Arménie est listée. Là, ça fait partie de ce point. Donc 2500-3000 ans. Pour la première fois depuis 2500 à 3000 ans, là, depuis septembre 2023, la présence arménienne a disparu d'Artsakh. C'est-à-dire c'était l'une des terres qui avait été peuplée en continu. Bon, on pourrait se dire l'Azerbaïdjan, c'était en but de récupérer ce territoire, donner. Alors, les Azéris ont toujours excipé le droit international public, oui. Celui forgé par Staline en 1921. Pourquoi pas? On a les références que l'on peut. Staline qui est l'un des pires criminels de l'histoire de l'humanité au passage. Mais ici, l'Artsakh n'est qu'un bout. Le vrai but de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, qui se considèrent eux-mêmes comme deux États pour une seule nation, et je l'ai déjà dit ailleurs, d'éliminer totalement l'Arménie. Et totalement. D'abord le sunnique, qui s'appelle l'Arménie. Voilà, qu'il ne reste pas un pays qui s'appelle l'Arménie, et pourquoi pas qu'il ne reste plus à long terme d'Arméniens. 2 choses par rapport à ça, 2 choses importantes. La première, c'est pourquoi. Alors bien sûr, il y a la volonté de s'approprier des terres, la volonté, là encore, économique au général, stratégique, mais il y a une chose que l'on veut pas voir en Occident. Et ça, c'est vraiment notre état. C'est le lavage de cerveau qui est fait ici depuis des décennies. C'est que la haine pure peut exister. Ici, il y a une volonté, une haine à la fois d'ordre ethnique, raciale, appelons-le comme ça, raciste si vous voulez, et aussi religieuse qui est présente. 2 phrases.
Aliyev, avant de lancer son attaque sur l'Artsakh en septembre, le Khan de Bakou, le président, le tyran de Bakou, avait dit nous chasserons les Arméniens comme des chiens. Ce qu'il a fait. Et Erdogan, à l'issue de la victoire, en novembre 2020, a dit le Rarapar redevient une terre d'islam et retrouve sa place sereine à l'ombre du croissant. Tout est dit, c'est-à-dire qu'on a fait ici une synthèse, a priori antinomique d'ailleurs, entre la dimension nationale, ethnique et la dimension religieuse. Ici, c'est l'islamo-panturquisme qui est à l'œuvre. Alors, loin de moi l'idée de dire que tout est religieux et que... mais cette dimension existe. Vous dites que cette volonté existe, elle est là. Elle est réelle ici. Il ne faut pas l'ignorer ni la mésestimer. C'est une folie. Et d'ailleurs, Moutatis Mutandi, c'est exactement le même problème qui se pose à nous aujourd'hui en France. Parce que je vais vous le dire en une phrase peut-être. De l'Arménie à la France, l'islamo-panturquisme combat notre civilisation. Vous savez, le but d'Erdogan, là, j'élargis, si pour Aliyev et Erdogan aussi, l'Arménie est un objectif, le but d'Erdogan, il s'en cache pas, il faut le lire, il faut l'écouter, c'est de réussir là où ses prédécesseurs sultans... Et de refaire l'Empire ottoman. Voilà, pas exactement, mais Vienne a été assiégée 2 fois, 1529-1683. Sans parler de donc il y a une volonté d'expansion, cette fois-ci par la démographie. Et vous dites effectivement, peut-être l'Occident est un peu aveugle et un peu sourd. C'est plus qu'aveugle. Et regardez, soyons très cyniques. Imaginons que l'intérêt de la France, vraiment les intérêts profonds, auraient été de laisser tomber l'Arménie. À la rigueur, ça peut se comprendre. Les relations internationales sont un monde froid et d'une violence inouïe où le droit international... La réelle politique et les intérêts. Le droit international n'est qu'une vaste blague. Je le dis, je suis agrégé de droit, donc je le dis à l'aise. Mais par contre, le problème, c'est que cette réelle politique est perdante. C'est-à-dire que ce cynisme n'est même pas gagnant. Parce que si on parle un petit peu de manière ramassée, notre tour viendra. C'est-à-dire que Erdogan vient en France ou en Allemagne, dit à ses concitoyens d'origine turque ou turque, ne faites pas 2 ou 3 enfants, faites-en 4 ou 5, vous êtes l'avenir de l'Europe. Il ajoute, l'assimilation est un crime contre l'humanité, parole d'expert, venant d'un génocidaire négationniste, tout est dit. Donc notre tour viendra, il a même commencé. Il y a une réelle volonté de subjuguer démographiquement l'Occident. Et j'ajoute simplement Erdogan, évidemment, il s'appuie sur d'abord les communautés turques, mais il vise évidemment aussi toutes les populations musulmanes qui, pour certaines, peuvent être sensibles à son discours. Aram Mardi-Rossian, donc vous êtes très pessimiste sur le futur de l'Arménie ? Alors très pessimiste, mais c'est là que je voudrais dire, je déteste la posture victimaire. Le côté larmoyant, où nous sommes des victimes. Face à cela, c'est aux dirigeants arméniens de prendre les mesures adéquates. Vous avez en face de vous, c'est la fameuse phrase de Julian Freund que tout le monde commence à citer aujourd'hui, l'ennemi vous désigne. Et vous pouvez lui faire toutes les protestations d'amitié. Si vous ne le combattez pas, à la fin, il vous empêchera de cultiver votre jardin. Et vous dites que les dirigeants arméniens, aujourd'hui, ne combattent pas comme il faut, ne réagissent pas comme il faut. Depuis 2000... En fait, depuis l'indépendance, les dirigeants arméniens n'ont pas voulu voir à des degrés divers la réalité qui se préparait à leur côté. Aliyev ne s'est jamais caché. Il a toujours montré sa volonté et son armée grossissait. En face, on est resté un petit peu comme ça à dormir sur ses lauriers, à compter sur l'intervention russe. Aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est d'abord une question d'état d'esprit. Il faut que les dirigeants arméniens et les Arméniens soient à nouveau combatifs au dernier degré. Faire des concessions ne sert à rien parce que si ça pouvait aboutir à quelque chose, mais les concessions sont vues comme de la faiblesse par l'ennemi et un moyen d'aller plus, une espèce d'encouragement à aller plus loin. Ils doivent se réarmer à tout prix. Pourquoi pas avec des armes françaises? Mais là, je vais dire autre chose aussi. Les relations internationales ne sont qu'un problème d'intérêt. Or, aujourd'hui, l'un des pays qui a le plus des intérêts communs avec l'Arménie par rapport notamment à cette région du sud, c'est l'Iran. Que l'on veuille ou non. Vu d'ici, ça peut paraître quelque chose, évidemment, de pas très sympathique. Mais pour l'Arménie, je ne dis pas que c'est le seul partenaire. Mais il faut que l'Arménie se tourne vers l'Iran et l'Inde qui sont, là encore, froidement. Personne n'aime personne. Il faut que l'Arménie noue des contacts avec ces deux pays, sachant dernière chose sur ça, c'est que vous devez d'abord compter sur vous-même. Le problème des Arméniens depuis des siècles, c'est qu'ils espèrent que les Occidentaux vont les aider, que les Russes vont les aider. C'est une espèce de volonté de soumission, de protection. Non, ils doivent se prendre en main et se rappeler qu'au cours de leur histoire presque 3 fois millénaire, ils ont eu des moments où ils étaient beaucoup plus puissants et indépendants et où ils ont pu eux-mêmes se débrouiller. Il faut que cet état d'esprit revienne. Le défaitisme, la posture victimaire est non seulement haïssable sur le plan théorique, mais elle est détestable et perdante sur le plan pratique. Aram Mardi-Rossian, écoutez, vous lancez un appel et vous n'êtes pas le seul, mais en tout cas vous dites effectivement, en matière de survie, on ne peut compter que sur soi-même. En tout cas, aide-toi et les autres t'aideront. Il faut être combatif au dernier degré, se surarmer et évidemment nouer une diplomatie, sur tous les pans. Bien sûr. Mais vraiment arrêter d'être... surtout moralement et mentalement. Avoir une posture vraiment combattante. Merci beaucoup. Avec plaisir. On va se retrouver dans